Bonjour à vous, je suis Raphaël, responsable des collections au Musée de l'ingéniosité J. Armand-Bombardier. Bienvenue à cette première activité dans le cadre de notre journée des mordus de l'hiver. Cette année, en raison de la pandémie, on a décidé de se tourner vers le numérique et pour ce faire, on s'est tourné vers vous, les abonnés Facebook, pour recevoir vos questions concernant l'histoire de Joseph Armand-Bombardier et son œuvre, donc concernant la motoneige Ski-Doo, les véhicules industriels ou aussi les autoneiges. Pour répondre à vos questions, je suis en compagnie aujourd'hui de mon collègue Guy Pépin, conservateur au musée. Allô Guy. Bonjour. La première question qu'on a de notre public provient de Mme Marie-France Noël. Guy, lequel des modèles était le plus sécuritaire et le moins sécuritaire? Donc, une question en deux temps. On va commencer par répondre à quel modèle de motoneige Ski-Doo était le plus sécuritaire? Bien, finalement, ça serait le modèle, la série des Elite qu'on appelle, qui a été produite entre 1973 puis 82, mais aussi qui a été repris en 2004 et 2005. Donc, c'est un modèle côte à côte. Pourquoi sécuritaire? Surtout le modèle 2004-2005. Il y a des ceintures de sécurité, il y a un empattement très large et aussi il y a des barres de sécurité. Donc, ça protège énormément suite à une chute ou suite à un renversement de la motoneige. Ça protège les passagers et le conducteur. Une petite question comme ça, on pourrait penser souvent là, que le modèle Elite est plus large, par exemple, qu'une motoneige. C'est pas dangereux, ça, un peu? 2004-2005 n'est pas plus large qu'une motoneige. OK. Donc, c'est vraiment 48 pouces. En gros, c'est le même empattement qu'une motoneige ordinaire. Excellent. Donc, c'est pour ça. Je dirais que le moins sécuritaire pour moi, ça serait un Blizzard 70, 71. Dans ces années-là, probablement, c'était des moteurs très puissants. C'était des motoneiges conçus pour la course. Et le moteur était monté au-dessus du tunnel, c'est-à-dire, donc, un centre de gravité très haut. Donc, c'était versant. Donc, et pour ça, et pour la vitesse aussi, parce que c'était des motoneiges de course. Donc, pour moi, c'était les moins sécuritaires. OK. Moi, dans mon cas, c'est sûr que la motoneige la plus sécuritaire, moi aussi, ça va aller avec le modèle Elite, un peu pour les mêmes raisons que toi. Par contre, pour les motoneiges les moins sécuritaires, moi, j'ai d'autres modèles qui sont tout aussi intéressants. C'est sûr qu'il faut toujours remettre en contexte l'époque, parce que ce qui est sécuritaire aujourd'hui ne l'était l'était pour l'époque, mais ce qui était sécuritaire pour l'époque ne l'était pas pour aujourd'hui nécessairement. Ça a évolué aussi. Puis, on répond à la question, mais on n'est pas non plus des spécialistes qui travaillent chez BRP. Donc, c'est vraiment notre opinion personnelle pour répondre à la question de Mme Noël. Moi, c'est vraiment, si on monte des années 70 ou même des années 60, si on reprend les premiers modèles de Joseph Armand-Bombardier, je pense qu'on peut dire que c'était pas très sécuritaire d'avoir un moteur entre les jambes, sans protection. On a parlé aussi, pas de protège poulie, donc pas de garde poulie. Quelqu'un qui avait un foulard, par exemple, quand même assez dangereux. C'est arrivé à plusieurs reprises, ces accidents-là. Les premiers modèles, pas de reculons, pas de frein. C'est pas très sécuritaire, là. On peut s'entendre là-dessus. Pas vraiment. Sinon, on peut revenir aussi au début des années 70. Certains modèles ont quand même un allume-cigarette à côté du moteur. Oui. C'est pas nécessairement sécuritaire. Autre époque. Ou même, si on pense au TNT 245 RV de 1975, c'est bien ça, Guy? Lumière déphasée. Encore là, on a une bombe entre les deux jambes. C'est un modèle très performant qui était conçu pour des courses stock. Donc, c'est sûr qu'au niveau sécurité, c'est peut-être pas ça qui gagne la palme. Mais pour l'époque, on peut considérer que ça respectait les normes, du moins. Oui. Excellent. On va y aller avec une deuxième question. Cette question provient de Tommy Côté. Oui. Guy, c'est quoi le véhicule le plus vendu de l'histoire de Bombardier? Définitivement, c'est l'Olympique. Donc, on a produit l'Olympique de 65 à 79 à plus de 650 000 exemplaires. Okay. Donc, c'est considérable. Considérant que maintenant, on a dépassé presque le 3 millions actuellement, vous faites la proportion, c'est vraiment énorme. L'année où le modèle le plus produit, c'est 70, un Olympique 335 qui a été produit à plus de 40 000 exemplaires. Donc, c'est énorme. Pourquoi Olympique? Parce que c'est un modèle qui est accessible, qui était comme un modèle d'entrée de gamme,
qui était versatile, conçu pour la famille, donc qui était très populaire. Pas trop cher non plus. Pas trop cher d'achat, c'est ça, abordable. Donc, c'est pour cette raison-là. Et aussi, c'est une marque mythique dans l'histoire de Bombardier, l'Olympique, qu'on dit un Olympique, tout le monde connaît ça. Oui, tout à fait. Puis pour remettre en contexte les gens qui nous regardent aussi, c'est souvent une question qui nous est demandée, lequel qui est le plus vendu, combien c'est vendu. Nous, on a surtout les chiffres de production. Donc, Oui. on sait comment que ça en est produit, mais par contre, les chiffres de vente, on ne les a pas toujours. Nous, on a les registres jusqu'en 1964. C'est bien ça? C'est ça. Après ça, on le sait moins. Là. Oui, on a jusqu'à 64. Donc, effectivement, il y a une différence entre la production et les ventes. Donc, des fois, il y avait peut-être des surplus d'inventaire, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas. Donc, parfait. Excellent. On va passer à une autre question. La prochaine question provient du collectionneur Jenny Rochon. Jenny Rochon se pose des questions concernant le véhicule d'armée Le Pingouin. Le Pingouin, qui est un véhicule militaire qui a été fabriqué durant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Il se demande un peu, il sait que ça vient après l'assemblage du B1 qui a été fait, entre autres, par Joseph Armand Bombardier. Il pense que ça s'est déroulé chez Farrin Delorme à Montréal, mais aussi il se demande d'où provient l'histoire entourant l'édifice Lapelle qui a été utilisé à Montréal, qui était écrit en gros dessus « L'Autoneige Bombardier Limité ». Donc, il se demande un peu de questions par rapport à ça. Moi, ce que j'ai vu, puis je pense que j'ai compris aussi dans l'histoire, c'est qu'évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Joseph Armand Bombardier va travailler avec l'armée canadienne pour développer un premier véhicule de transport. Ça va être le véhicule B1, qui est un peu comme un B12. Avec un empattement un petit peu plus large. Exactement. Peut transporter 8 passagers aussi, donc un peu moins. Mais évidemment, l'armée canadienne va en demander une quantité quand même considérable. Puis à l'époque, Joseph Armand Bombardier commence à employer sa première usine sur la rue Saint-Joseph à Valcourt, peut produire environ 200 véhicules par année. Donc, il va manquer d'espace pour fabriquer ces nouveaux véhicules militaires. N'aura pas le choix, évidemment, de donner à contrat ici et là un peu dans la région des contrats à d'autres garages d'autres fournisseurs. ou d'autres fournisseurs. Il va aussi avoir à aller à Montréal. On sait qu'il va y avoir des véhicules fabriqués aussi chez Giard et Frères. Mais c'est un peu flou tout ça. Là. Oui. Même pour nous, encore aujourd'hui, on n'a pas l'exactitude des informations. Par contre, on sait que Farran Delorme n'était pas un sous-tractant de l'Autoneige Bombardier Limité. C'est vraiment l'armée canadienne qui a embauché cette compagnie-là pour fabriquer des véhicules militaires après l'Autoneige B1. Parce qu'après l'Autoneige B1, l'armée canadienne va encore là demander d'autres véhicules à M. Bombardier. Ouais. Là, on va vouloir plus un véhicule de reconnaissance. M. Bombardier va fabriquer le véhicule Kaki, qui est un prototype, vraiment pour tester un peu c'est quoi un véhicule tout chenillé. Tout chenillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ski, donc c'est vraiment que des chenilles. Puis de ce véhicule-là va découler. Oui, ou ressortir le véhicule Mark 1. Le Mark 1, vraiment un petit véhicule de reconnaissance deux passagers. Chenille double. Excellent. Le véhicule en question va être, on peut dire, un succès. Va être surtout assemblé par Joseph Armand Bombardier et son équipe, que ce soit ici à Valcourt ou même peut-être à Montréal. Toute l'information n'est pas tout à fait claire. Par la suite, l'armée canadienne va vouloir développer des véhicules Mark II ou Mark III qu'on appelle aussi Pingouin. Ces véhicules-là, c'est vraiment l'armée canadienne qui va les développer avec, évidemment, les idées de Joseph Armand Bombardier. On reprend donc les éléments des véhicules de M. Bombardier. La plateforme de base qui est le Mark I pour ajouter une cabine plus en deux phases, une cabine plus spacieuse, puis après une cabine pleine. Donc puis c'est un véhicule encore là blindé, mais on dit semi-blindé. Il y a des parties blindées, il y en a d'autres pas blindées. Donc, on peut penser que ces véhicules-là ont été fabriqués, entre autres, chez Farran Delorme, qu'eux pouvaient produire plus de véhicules qu'ici à Valcourt dans la petite usine. Pour ce qui est de l'histoire de l'édifice La Perle, à Montréal, Jenny Rochon nous demandait aussi où se situait le bâtiment en question. Donc, le bâtiment il se retrouvait au coin de la rue La Jeunesse, rue Kelly. Donc, c'est le boulevard Henri Bourassa aujourd'hui. C'est dans le quartier antique, tout simplement. Donc, on peut penser que Joseph Armand Bombardier a loué le bâtiment, entre autres pour entreposer des pièces de véhicules ou même peut-être faire un petit peu de production de véhicules. Sous-assemblage, c'est ça. Mais il nous manque un peu d'informations pour répondre
à 100% à la question. Une question sous-jacente à tout ça, je pense qu'on y a répondu quand même, c'était M. Alain Bellefeuille Oui. qui nous demandait qu'est-ce qu'un Mark 1. Mais c'est. C'est un véhicule blindé, encore une fois, c'est le premier véhicule blindé pour la reconnaissance, 2 passagers. Et puis, c'est un véhicule qui a été produit à peu près à 400 exemplaires, OK. qui a été envoyé en Europe, qui a été, surtout en Scandinavie, en Italie aussi, ça, on a des preuves de ça. Donc, peut-être même en Russie. Ça, encore là, c'est pas évident parce qu'on n'a pas les registres encore là de production ou de distribution. Donc, ça a été produit en 1943. Donc, c'est un véhicule blindé. Excellent. M. Bellefeuille nous demande en sous-question, le pingouin, de quelle date ça provient, le pingouin? Le pingouin, on peut supposer 44 et 45. Donc, dans ce point-là, les 2 versions, là, ça serait 1944. C'est pas, ils n'ont pas été fabriqués, comme on a dit tantôt, par Joseph Armand Bombardier. C'est surtout l'armée canadienne qui a procédé à la fabrication de ces véhicules-là. Donc, encore là, on n'a pas, pour les pingouins, on n'a pas les chiffres de production parce qu'on n'était pas mal. L'Auto-Neige Bombardier n'était pas maître d'œuvre. Excellent. C'est bien ce que je pensais à ce niveau-là. Une autre question. Il nous demande, pourriez-vous nous montrer un contrat d'achat d'une motoneige du début des années 1960? Ça, c'est une bonne question. Nous, on a les registres de vente, d'accord? Mhm. On a certains registres de vente. Mais ces registres de vente-là, c'était des ventes aux distributeurs, aux concessionnaires. Après ça, le concessionnaire, naturellement, vendait le véhicule à une personne, donc il produisait une facture. Nous, on n'a pas ces factures-là, puisqu'on n'a que des registres de vente. OK, c'est bon à savoir. Je vais faire un peu de push là-dessus. Ouais. Pour les gens qui nous regardent, justement, s'il y a des gens qui ont des factures comme ça de motoneige antique, évidemment, on accepte les dons. Nous, plus qu'on en a sur l'histoire de la compagnie, mieux c'est. On le sait aussi en histoire, des fois, il y a des trous. Oui. On a des éléments à combler. Ce genre de document-là, des fois, peut nous aider justement à combler ces trous. D'ailleurs, tu ne l'as pas mentionné, mais on en a quand même quelques contrats, Oui. que ce soit des autoneiges ou même des motoneiges, mais on tombe vraiment dans les années 1970. Là. Sur 70, mais les premières, on n'a pas de documents afférents. C'est comme ça peut arriver, c'est comme ça. Donc, Une autre question provient de Danny Curators. Il nous demande, bonjour, avez-vous une vidéo pour un chalet, c'est un modèle skidoo, 1965, sur votre page Facebook ou autre, s'il vous plaît? Évidemment, on en a. On a un peu de tout ce qui se retrouve dans l'histoire de la compagnie Bombardier, surtout avec les motoneiges skidoo. Donc, c'est sûr que du matériel audiovisuel, comme des vidéos, on en a. Publicitaire, plus personnel, on en a. Par contre, c'est un peu drôle parce que c'est un des modèles qu'on en a le moins. Puis il faut savoir aussi que le modèle chalet ressemble énormément au modèle olympique. Puis des fois, c'est vraiment difficile de déterminer pratiquement impossible. Sur une vidéo d'une qualité, on va dire, moindre. Hein, il faut se replacer en 1965, à savoir exactement si c'est un modèle chalet ou olympique. D'autant plus que la compagnie, à l'époque, commence à faire de la publicité. Donc, il n'y a pas énormément de publicité télévisuelle à l'époque. On avait commencé l'année précédente. Oui. Donc, c'est pas évident. Mais on en a pour d'autres modèles, là, on s'entend, jusqu'à quasiment aujourd'hui. D'ailleurs, j'invite nos abonnés Facebook à nous faire leurs suggestions de qu'est-ce qu'ils aimeraient voir sur les médias sociaux. Nous, on prend ce genre de commentaires-là, puis quand on fait nos capsules Facebook historiques, bien, c'est sûr que ça nous donne un petit coup de main. On apprend à connaître les intérêts de nos abonnés. Puis ça, on aime que ce soit le collectionneur ou que ce soit le grand public, pour tout le monde. Hein. Ici, Guy, j'ai une bonne question de M. Simon-Pierre Ouellet. Est-il possible d'acheter une motoneige au musée? Pas vraiment, parce qu'un musée, c'est un musée, on a une collection de références. En général, un musée ne vend pas ses collections, ses objets de collection. Pourquoi? Parce que les véhicules qu'on a, c'est des véhicules de référence. Donc, c'est des véhicules qui nous permettent de procéder
à des études techniques ou plus encore. Donc, et les véhicules qu'on a sont spécifiques à un développement technologique dans l'histoire de Bombardier. Donc, on ne peut pas se départir d'un véhicule de référence. Et la norme, éthiquement, il n'y a pas de musée qui va donner des véhicules ou des objets de référence ou des tableaux, que ce soit des tableaux. Ça, c'est le propre d'un musée. Il faut dire qu'on conserve les véhicules aussi pour préserver le patrimoine. Exactement. Si on s'en départit, bien... Puis si jamais il faut se départir de véhicules, si on pense à d'autres institutions ou d'autres objets, là, par exemple, je présume qu'on va avant tout les offrir à une autre institution muséale. C'est la norme. C'est la norme comme ça. Si on dit qu'on a aliéné un véhicule, c'est-à-dire qu'on s'en départit, on va l'offrir à une autre institution muséale. Ça c'est la norme. Donc, okay. On ne le fera pas au public puisque nous travaillons pour le public. Donc, on peut pas... c'est vraiment une norme. C'est une norme éthique. Excellent. C'est très intéressant. Une autre question provient de M. Gabriel Peckers-Gouin. Avez-vous des objets de collection à vendre? De vos surplus ou entrepôts, vieilles mitaines, sucres, des factures, et un peu tout, là, finalement. Ça revient un peu à la même question. C'est la même question. C'est qu'on ne vend pas ça. On vend en boutique des produits dérivés, là, de skidoo, d'autoneige. Donc, mais on peut pas, on vend pas, on n'a pas de surplus de toute façon parce qu'on optimise l'espace. Puis, pour les raisons que j'ai dit la dernière question, c'est éthiquement impossible. Puis, on a des véhicules de référence, puis de collection. Excellent. Prochaine question. M. Charles Trudel nous demande en quelle année le moteur Rotax est-il placé dans les motoneiges? Ça, c'est une question que j'aime beaucoup parce que c'est une question qu'on peut répondre quand même à 2 volets puis rajouter de l'information. On sait que le premier moteur Rotax, qui est un moteur autrichien, a été placé dans une motoneige Skidoo pour la première fois dans un modèle 1963. Donc, le véhicule a été assemblé quand même probablement en 1962. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est pourquoi que M. Bombardier a opté pour un moteur Rotax. C'est là que ça devient intéressant, tout ça. Alors, on sait déjà que M. Bombardier, dès sa jeunesse, voulait faire un petit véhicule. Même des années 30, il va faire lui-même des petits moteurs pour essayer de faire fonctionner un véhicule monoplace ou biplace. Mais les moteurs, à l'époque, ne sont pas assez performants pour donner un bon résultat. Donc, dès les années 50, vers la fin des années 50, M. Bombardier va développer sa fameuse motoneige Skidoo. À l'époque, il va trouver un moteur, pour lui, assez intéressant, qui est le moteur Colors, qui est américain. Un 4 temps. Oui, on est ailleurs, là. Va l'employer, évidemment, va fonctionner au goût de l'inventeur. Par contre, après ça, il va essayer d'autres moteurs. Il va essayer aussi le JLO, qui va même introduire dans ses séries de motoneiges. 2 temps plus léger. Il faut dire que les 4 temps étaient beaucoup plus lourds qu'un 2 temps. Donc, le 2 temps est plus performant, plus léger. Excellent. Puis, connaissant Joseph Armand Bombardier, on sait très bien que depuis même le temps qu'il fabriquait ses autoneiges, qu'il cherche toujours à se perfectionner, à faire en sorte que le véhicule devienne de plus en plus performant, toujours pour essayer de se distancer aussi du compétiteur. Donc, M. Bombardier, par pur hasard, est sur la Côte-Nord, à Bécomo. Il fait des essais de machines industrielles forestières, va découvrir une petite pompe hydraulique pour éteindre des feux. Donc, ça fonctionnait, c'était portatif. On plaçait ça sur le bord de l'eau, mettait la pompe dans l'eau, puis c'était fait pour éteindre des feux. C'était la compagnie Wajax à Montréal qui faisait la pompe, mais employait un petit moteur autrichien qui était le moteur Rotax. C'est la première fois que Joseph Armand Bombardier a vu le moteur fonctionner, puis tout de suite, il a vu le potentiel. M. Bombardier s'est déplacé en Autriche en 1962, accompagné de son épouse, pour aller discuter avec les dirigeants de Rotax. Peu de temps après cet effet, M. Bombardier avait l'exclusivité de l'utilisation des moteurs Rotax pour les motoneiges, et ça en Amérique du Nord. Donc, après ça, on connaît l'histoire. La compagnie Bombardier a été pas mal la seule compagnie à utiliser des moteurs Rotax, même que la compagnie a fini par acheter Rotax. Encore aujourd'hui, BRP emploie les moteurs Rotax dans ses motoneiges Skidoo. Prochaine question nous provient de M. Gaétan Fortin.
il est au courant, M. Fortin, que nous avons un véhicule TD Oui. qui serait à restaurer. Juste pour remettre en contexte, un TD, peux-tu nous en parler un petit peu avant? C'est un camion, tonnage camion, double chenille, donc qui a été produit au détour des années 1950, Mhm. donc qui était utilisé surtout pour l'exploration pétrolière dans OK. l'Ouest canadien. Donc, oui, on en a un. Quand on va le restaurer, c'est un projet à long terme pour nous. Donc, il faut dire qu'on a plusieurs projets de front. Et pour l'instant, on conçoit que c'est un projet à long terme. Parce que ce qu'on fait actuellement, c'est le plus de stabiliser d'autres véhicules. Stabiliser, c'est-à-dire, c'est pas des restaurations, c'est juste qu'on stabilise, on nettoie le véhicule, on enlève les fluides. Pourquoi stabiliser? Parce qu'on garde les traces d'origine du véhicule. Donc, ça, c'est la norme muséale. Maintenant, c'est pas dit qu'on ne le restaurera pas, sauf que c'est un projet à long terme. OK. Ouais, excellent. On peut dire qu'on a pas mal de projets ici. Là. Oui. Une autre question. M. Pierre Beaurivage nous demande combien de TNT patrouilles ont été produits en 1975. Donc, on parle de la motoneige Ski-Doo TNT, mais version patrouilleur. Malheureusement, on n'a pas les chiffres de production pour OK. cette version spécifique-là du TNT Patrouille. Ça arrive parfois que pour des véhicules très spécifiques, qu'on n'ait pas les chiffres de production. Ça, c'est normal. C'est propre à tout fonds archivistique ou à tout document. On ne peut pas tout avoir. Puis donc, voilà, on n'a pas les chiffres. On a des chiffres de centaines de modèles, mais des fois, il y a des trous. Est-ce qu'on peut penser quand même que c'est un véhicule assez rare? C'est un véhicule rare. C'est un véhicule rare. Oh, OK. oui, tout à fait. Puis est-ce que tu sais s'il y en a encore en circulation, s'il y a encore des collectionneurs qui en ont? Je ne pourrais pas te dire, Raphaël. OK. C'est la réalité. Des fois, on n'a pas l'information pour des modèles spécifiques, là, vraiment spécifiques, là, très pointus. C'est excellent. Une autre question nous provient de M. Maxime Roy. Il voulait qu'on parle du véhicule VFB. Donc, le VFB, c'est le Witt Farabacher, développé par M. Bombardier en compagnie de M. Rudy Witt. Rudy Witt, c'était un des dirigeants de la Québec North Shore Paper Company, qui était surtout situé dans la région, dans le coin de Bécomo. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui travaillait dans l'industrie forestière, qui avait besoin de véhicules adaptés à sa situation. Donc, avec M. Bombardier, vont développer ce qu'on peut appeler un véhicule quand même assez multitâche. Là. Oui, c'est un véhicule, premièrement, c'est un prototype qui a été produit à 6 unités. C'est un véhicule qui est une plateforme de Muskeg, donc double chenillé. Et c'est un véhicule qui permet de saisir l'arbre, de le couper, de le transmuter, c'est-à-dire vers l'arrière, et pour aller sur 1 kilomètre, aller à une unité de sciage. Donc, parfait. Puis l'unité de sciage, je ne me trompe pas, c'est M. Bombardier aussi qui l'avait développé. Hein? Ça s'appelait le BPU pour Bombardier Processing Units. Oui, voilà. Puis l'unité de sciage, qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'encore là, on pouvait ébrancher l'arbre, faire des bios, que ce soit 8 pieds, 4 pieds de long. Donc, M. Bombardier avait quand même réussi, avec 2 machines-outils, à, on va dire, industrialiser encore plus la foresterie. C'est un précurseur de la foresterie. Il faut le rappeler que c'est un précurseur de la foresterie. Puis M. Bombardier a eu quand même quelques brevets pour ces deux machines-là. Oui, la mécanisation de la foresterie, pardon. C'est juste que M. Bombardier n'a pas eu la chance de développer le véhicule. Comme tu as dit, ça a resté des prototypes. Parce que c'est des véhicules produits vraiment vers la fin de sa vie. Puis au même moment aussi, on a la motoneige Ski-Doo. Donc ça prend beaucoup de temps, évidemment, beaucoup d'énergie. Donc, on ne sait pas jusqu'à quel point ça aurait pu aller, mais on sait que le VFB a quand même été utilisé quand même assez longtemps. Là. Ça a dépassé les années 60. On a des films là-dessus. Donc, c'était assez spectaculaire parce que l'arbre, il y avait des grands arbres qui oscillaient comme ça, puis le véhicule oscillait un peu. Donc, c'est assez spécial de voir ces images-là. Puis, on peut dire aussi, on en a un dans notre collection. Oui. Une autre question. Monsieur Marc Deschênes nous demande
J'aimerais avoir des confirmations sur certaines différences entre les motoneiges Ski-Doo 1963 et 1964. Donc, par exemple, cabine, ski, tuyau d'échappement, etc. Numéro de série, etc. Au fait, il y a deux choses qu'il faut considérer. Il y a la suspension avant. Donc, la suspension avant d'un 63, il y a une lame. Donc, c'est une suspension en ressort à lame. 64, il y a deux lames. L'autre chose, c'est le tableau de bord en avant de la cabine, c'est en avant du conducteur. En haut, dans la partie supérieure, en 63, il y a un pouce et demi. Donc, et en 64, il y a 2 pouces et demi. Essentiellement, c'est ça la différence. OK, c'est excellent. Une autre question nous provient de Jean Genet. Connaissez-vous des endroits où l'on peut se procurer un modèle réduit de B12? Évidemment, le monsieur se rappelle que quand il était petit, il y en avait, ça existait. Pour répondre à la question de M. Genet, nous-mêmes, ici, à la boutique du musée, on en a. C'est un petit modèle là, de véhicule B12. On a aussi des motoneiges Ski-Doo. C'est abordable aussi. Oui, ça reste quand même un modèle de jouet. Là. C'est quand même bien fait, puis ils sont beaux. Sinon, il faut savoir aussi qu'il y a quand même quelques artisans qui fabriquent des petits véhicules comme ça. C'est sûr que ce n'est pas téléguidé comme certains jouets VTT ou motoneige, mais quand même... Il n'y a pas de produits vraiment dérivés, actuels, motorisés, des jouets motorisés d'autoneige, mais on a quand même... on a ça, puis on a aussi un presse-papier, je pense qu'il est la même chose, mais en métal. La même dimension. Oui, à peu près. Ouais. Tout à fait. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui pour nos questions d'abonnés Facebook. On remercie nos abonnés pour ces belles questions. On encourage encore nos abonnés Facebook à nous poser d'autres questions. Nous, ça nous fait plaisir d'y répondre. Il faut savoir qu'à chaque année, l'équipe des collections répond à environ plus ou moins 5 à 600 questions, que ce soit interne, mais aussi beaucoup de collectionneurs. Donc, nous, ça nous fait plaisir de vous venir en aide pour répondre à vos questions concernant vos véhicules. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.